Bonjour et bienvenue sur ma page Version Lauriane. Aujourd'hui, nous allons interviewer Cindy. Je la laisse se présenter et let's go. Salut Cindy. Salut, ça va? Ça va et toi? Merci, ça va, merci. Thanks for having me. Très bien. Je te laisse te présenter rapidement pour les gens pour savoir qui est-ce que t'es et pourquoi en fait t'es ici avec nous. Donc moi c'est Cindy Babin, épouse Kwaché. Je suis plus mannequin en agence, maintenant je suis en freelance, mais j'ai été mannequin en agence pendant 10 ans. Et là je suis en train de me reconvertir plus dans tout ce qui est l'accompagnement pour les futurs mannequins, mais pas que, pour les personnes qui veulent travailler dans les métiers de l'image, de l'influence. On aura l'occasion d'en parler. Et à côté de ça, je suis maman, donc d'une petite fille qui vient d'avoir 2 ans. Et puis voilà, je fais plein de choses sur les réseaux sociaux. J'évangélise beaucoup aussi parce que j'aime Jésus de tout mon cœur. Voilà. Ok, dis-moi, alors, quelle est ta passion? Ma passion, c'est... Enfin, qu'est-ce que tu pourrais considérer comme ta passion? Ouais, alors c'est vrai que souvent les gens... J'ai eu du mal même à dire que c'était une passion, mais moi, ça peut faire très bateau, mais c'est sublimer les femmes. C'est vraiment ça. Les aider en fait à se révéler extérieurement, mais ça passe par l'intérieur en fait. Donc révéler vraiment leur potentiel, leur beauté. Et depuis toute petite en fait, j'étais passionnée j'admirais les femmes sans m'en rendre compte, je les observais et j'aimais beaucoup en fait l'élégance sans m'en rendre compte, mais particulièrement les femmes noires et métisses. Toutes les femmes, mais j'avoue que j'ai un amour particulier. Après je suis métisse, oui, donc, ma mère est noire, donc je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment les femmes que j'ai le plus à cœur, mais après bien sûr toutes. Donc voilà. Ok. Et comment est-ce que tu as su que tu avais ça en toi, enfin que tu étais passionnée, en tout cas attirée à ce désir de vouloir sublimer la femme? Mais c'est comme je disais, depuis toute petite, ça semble anodin, mais déjà moi je passais mon temps à jouer avec mes poupées. Mais alors je suis des années 90, donc on sait qu'on n'avait pas les poupées qui nous ressemblent. Mais je sais pas comment mes parents sont débrouillés, j'en avais une quand même, une poupée noire. Franchement, pour le coup je sais pas comment, moi elle avait pas les cheveux afro, donc on va dire elle avait les cheveux défrisés. Mais j'avais une poupée afro et de mémoire c'est la seule à que je prenais beaucoup soin d'elle, je la coiffais. Et puis au-delà de ça en fait je m'imaginais vraiment être adulte, genre je me voyais petite, la maître de maison avec cette fille qui les sublime. C'était vraiment ça, j'imaginais le salon de coiffure à la maison. Et comme je dis aussi, j'ai remarqué aussi à l'école, puisque j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas dit mais je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis métisse franco-ivoirienne. Et en Afrique, je pense que c'est pareil aux Antilles, mais tu sais, il y a tout ce qui tourne autour du colorisme. Oui. Voilà, et je comprenais pas pourquoi, mais en fait c'était interne, j'avais pas verbalisé, mais j'avais vraiment cette réflexion, mais pourquoi les femmes afro se défrisent? Parce que j'étais la seule métisse. Bon, j'avais les cheveux comme ça, mais longs, ma texture elle a changé, ils étaient même plus proches du crépus et longs, mais moi j'aimais tellement les cheveux crépus, j'aimais tellement les boucles, mais je comprenais pas pourquoi les filles elles défrisaient leurs cheveux. C'était une vraie question, et sachant que quand on connaît le contexte, ça pouvait venir, pas de moi en tout cas, parce que tout était mis en sorte pour qu'on s'apprécie pas. Après c'est vrai que moi j'étais métisse dans une société qui prenait en avant les filles claires, donc peut-être que ça a aidé aussi, mais c'est de là en fait, mais je me suis pas rendu compte sur le moment, c'est en grandissant quand tu te poses et que tu analyses tout et que tu te dis mais c'est quelque chose qui est en toi depuis petite, donc c'était très spontané en fait. D'accord. Et comment tu as fait pour atterrir dans le mannequinat? Enfin, est-ce que c'est sublimer la femme et le mannequinat, ça va ensemble? Ouais. C'est vrai que sur le moment, on dirait pas. Ouais, mais oui. Enfin, explique comment, en fait... Ouais, tout est lié comment après. C'est lié, je pense que moi, déjà, il faut savoir comment je voulais pas être mannequin. C'est vrai que la plupart même des mannequins ne veulent pas être mannequins. C'est vrai, en fait, il y a ce cliché que si tu travailles dans l'image, tu as envie de l'être. Mais pas forcément, des fois, c'est vraiment destiné où tu tombes comme ça. Mais moi, je me suis juste fait repérer en fin d'ado, 19 ans. Bon, bref, tu rentres un peu dans l'âge adulte. Et j'aimais juste les photos. Comment ça a commencé, en fait, c'est que j'aimais l'époque de Skyblog. Je pense qu'on a tous eu ça. Je faisais beaucoup de photos. La génération. Voilà, c'est ça. On est un peu vieille, je rigole. C'est relatif, Je faisais beaucoup de photos pour le blog avec des amis de seconde, et c'est à force de faire les photos que le don de photogénie en fait s'est révélé, parce que j'aimais. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas confiance en moi, je m'aimais pas, je me trouvais pas belle. Je sais que ça va étonner beaucoup de gens, mais du coup mais c'est parce que j'étais blessée dans le fond. Mais quand j'ai commencé avec Skyblog à faire des photos, j'ai commencé à me dire mais en fait c'était comme un moyen d'expression. Je me rendais pas compte, mais c'était un moyen d'expression pour m'affirmer. J'étais encore en Côte d'Ivoire, après je suis arrivée en France et j'ai continué avec ma soeur qui me prenait en photo tout le temps et qui me maquillait, donc qui me maquillait, du coup ça me sublimait. Et c'est comme ça, après de fil en aiguille, je me suis fait repérer
vraiment dans la rue par hasard. Là, pour le coup, moi, c'est vraiment le cliché dont on m'a arrêté. Est-ce que tu veux être mannequin pour un shooting cheveux? Et c'est comme ça a En commencé. Côte d'Ivoire ou en France? En France, là, c'est en France. Ok. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai fait mon premier shoot, c'était pour L'Oréal, d'ailleurs, L'Oréal Paris. C'est un peu une de leurs représentantes qui m'a repérée par les cheveux. Et tu vois, je t'ai parlé des cheveux depuis l'enfance. Donc, ça, après, je fais le lien, mais en fait, c'est les cheveux qui m'ont repérée. J'ai toujours eu cette passion aussi autour des cheveux. Parce que je sais que ça a contribué à la féminité aussi des femmes. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé, mais sans me dire, ok, je vais rentrer en agence. Je fais ça et je continue de guérir parce que c'était vraiment un moyen d'expression pour moi. Et ensuite, en 2013, j'arrive à Paris. Bon, capitale de la mode, hein, Paris. Et là, forcément, tu as tous les photographes d'ici donc, qui commencent à m'encourager, rentre en agence. Ça a été très compliqué. Je sais que ça va étonner beaucoup de gens, mais le milieu du mannequinat est un milieu, même si ça change, avec quand même des codes et des dictats. Et moi, à l'époque, en 2013, c'était pas comme aujourd'hui. Du coup, on a trouvé que j'avais trop de forme. Je sais, c'est choquant. Mais déjà, à l'époque, on me disait, t'as trop de forme. Mais vraiment, t'as trop de hanches, t'as un super beau visage, photogénique et tout. Trop de forme, trop de hanches, trop athlétique. Et je faisais de l'athlétisme aussi. Donc ça passait pas. Et ça a été vraiment une galère, mais j'ai finalement réussi à trouver. Et comme je disais, c'est aujourd'hui je comprends le lien. Parce que c'est par le métier du mannequinat, t'es confronté à tout ce qui sublime la femme malgré tout. Tu vois, les maquilleuses, les coiffeuses, le monde de l'image en fait. Tu dois apprendre quand même à savoir ce qui te va, ce qui te va pas, ce qui te correspond. Et c'est comme ça en fait, quelque part, j'ai été confrontée à différents types de beauté. Parce qu'il y avait déjà moi, apprendre à me connaître mon style de beauté. Mais tu shootes avec des femmes noires plus foncées. Enfin, tu vois, même si ça reste très fermé, malheureusement stéréotypé, ça m'a permis quand même de voir un peu différents types de beauté et surtout de faire un constat qu'il y avait tellement de stéréotypes et de clichés pour nous que j'ai créé en fait un premier projet à l'époque qui était une asso pour sublimer justement les femmes. Et c'était vraiment noir et métisse et c'était un peu pour répondre à la problématique qu'on a toutes dans l'industrie à l'époque et même ça continue aujourd'hui mais c'est un peu plus déguisé qui est quand tu arrives en agence et que tu es une femme métisse ou noire, on peut te dire « Ah, t'es très jolie mais on a atteint notre quota de femmes noires ». Bien sûr, j'ai pas fait. Ça m'est arrivé aussi, moi, c'était très joli, mais on a déjà une métisse. Mais ça ne faisait pas sens pour moi parce que tu me ressens pas. Enfin, t'es métisse, tu vois. Ou alors une autre femme, ça n'avait aucun sens. Et je me suis dit, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, justement en les valorisant et en montrant qu'on n'est pas toutes les mêmes et que, il peut y avoir 20, 30, 40 femmes noires, mais on se ressent pas toutes parce qu'on va jamais dire ça à une femme blanche dans le métier. Et pourtant, quand tu allais, moi j'avais pris le temps de compter le nombre de femmes noires qu'il y avait en agence. Ah oui. Non, mais vraiment, parce qu'il fallait bien que tu vois, j'avais ma matière à l'époque et j'avais États-Unis, même aux États-Unis, l'Angleterre, la France, même si aux États-Unis il y a plus de noirs, on restait minoritaire. Sur 200 filles, tu vas avoir max 10 femmes noires métisses confondues sur les 200, tu vois. Et qui souvent, effectivement, ont les mêmes profils. Certes, elles se ressemblent pas, mais c'est un peu les mêmes profils, tu vois, les cheveux rasés et tout. Et c'est vraiment comme ça, et c'est là où j'ai fait le lien avec peut-être la Cindy d'enfance, qui avait vraiment ce truc de vraiment prôner la beauté des femmes noires et métisses, essentiellement. En fait, moi je dis souvent, tout est écrit. Est-ce que je savais que ça allait me mener là? Est-ce que je savais que j'allais être mannequin? Non. Mais ça m'a amené jusqu'à là. Et qu'est-ce que ça te procure quand tu sublimes une femme? C'est-à-dire que, c'est vrai qu'il faut que je lui dise quelque chose, c'est pas la première fois qu'on se voit. Et je sais que la première fois, elle m'a posé la question, est-ce que Lauriane, tu seras face à la caméra? Et je lui ai dit, pas du tout, mais absolument pas. Vous serez devant, vous serez tous devant, et je vous interview comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça a travaillé mon esprit parce qu'après, elle m'a dit plein de choses. Et du coup, ça a eu le temps de cogiter aussi et germer en moi. Bref. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça te procure de sublimer une femme? Franchement, je sais même pas. En plus, pour le coup, je sais vraiment pas. Je pense que ça m'épanouit. Mais tu sais, il y a vraiment ce truc dans la société que les femmes s'aiment pas. Elles se jalousent, des complexes entre elles. Et je pense que ce qui me comment dire le mot, j'essaie de trouver comment j'aimerais en fait changer les choses, c'est que si une femme sait qui elle est, déjà il y aura moins de soucis déjà entre nous, tu vois. Parce que franchement ça fait pas plaisir quand t'entends les jalousies entre femmes. Je pense qu'on a même moi on s'est toutes déjà senties inférieures parce que comme je dis moi il y a eu tout un processus mais je m'aimais pas et c'est aussi passé par là et tu peux jalouser une autre femme parce que tu trouves qu'elle a plus d'assurance alors que si la femme elle sait vraiment qui elle est, mais en fait moi elle est inarrêtable quoi. Et je pense que c'est juste de voir des femmes accomplir leur destinée. Et moi, pas pour écraser les hommes, justement, je me revendique pas la féministe selon notre société, tu vois. Parce que pour moi, l'homme a sa place, je suis mariée et tout, je connais sa place. Mais c'est plus justement quand la femme guérit, parce que c'est pas qu'une question de beauté physique, comme tu l'as dit pour toi, ça m'avait marqué direct. Et moi, ce que j'ai vu,
du coup, je le dis là. J'ai pas vu genre juste, j'ai vu juste, mais elle n'aime pas son image en fait. Elle a peut-être pas confiance en sa beauté à ce niveau-là, à tel point qu'elle veut cacher son image. Mais je suis sûre, et tu dois le confirmer, que ça venait d'un truc un tour un peu profond. C'est pas juste ton apparence physique, tu vois. Je pense qu'en vrai, si tu creuses, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Non, je l'ai pas encore fait. Tu vois? Non, mais c'est sûr parce que, en fait, comment j'ai repéré ça, c'est que toutes les filles que j'ai eues par le projet photo ou aussi Image Unique, parce que j'ai une chaîne aussi où j'interviewe des acteurs de la mode, mais même les filles réputées, c'est-à-dire connues dans la société, je vais pas citer les noms, quand je leur envoyais leur interview, il y en a une qui m'a répondu, elle est connue et tout, merci beaucoup, c'était trop bien et tout, mais je vais pas regarder ma vidéo parce que je supporte pas de me voir. Je me dis, mais attends, la fille, mais elle est connue, tu vois, je cite pas le nom pour la respecter. Je me suis dit, mais j'arrive pas à comprendre, en fait, malgré, en fait, cette élévation, pourquoi les femmes, en fait, n'aiment pas leur image. Et moi aussi, c'est vrai qu'avant, j'avais aussi du mal à me regarder. Mais en fait, à un moment, quand tu te réconcilies avec toi, t'as pas de problème, en fait, à t'écouter, à te regarder. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est là où je me suis dit, il y a un mal-être qui est plus profond. Et je peux apporter ma pierre à l'édifice en passant par l'image extérieure, mais qui en vrai révèle ton intérieur, parce que le style révèle qui tu es, comment tu t'habilles et qu'on sort, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais je me suis quand même posé même vraiment cette question en vrai. En fait, c'est vrai que souvent les gens ne se posent pas la question est-ce que ça me rend. Écoute, ça me rend heureux, mais en tout cas, c'était important pour moi de te la poser. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des personnes qui ont, on va dire, le même talent que toi, ou bien des personnes aussi qui ne connaissent pas leur beauté? Alors, par le même talent, je sais même pas si c'est un talent, parce que je pense que c'est la créativité généralement que j'ai et qui se révèle peut-être à différents niveaux. Moi, franchement, mon talent, je l'ai trouvé juste en faisant. Donc, j'allais dire peut-être passer à l'action. Des fois, il y a des choses, comme je dis, il y a des personnes qui ont des talents, c'est évident. Genre, ils chantent bien, tu vois, ça se voit, tu danses bien et tout, mais il y en a où c'est plus caché, je trouve. Et des fois, on peut se sentir un peu, avoir des insécurités, même des complexes d'infériorité, à se dire, mais moi, j'ai pas un talent apparent. Mais souvent, c'est justement quand tu écoutes cette voix, tu te dis, je pose un pas de foi, que tu vas voir que ça va même révéler vraiment tout ce que tu as en toi. Donc, je dirais déjà, parce que je pense qu'on a tous reçu, on a tous des talents, on a tous des causes qui nous tiennent à cœur. Il faut juste passer à l'action et voir où ça va mener, parce que c'est une petite action. Comme je dis, j'ai commencé là aujourd'hui, j'en suis là, je suis en train de faire un accompagnement pour les femmes, mais j'aurais même pas dit, tu vois, si j'avais pas, et je continue de faire des pas de foi pour voir où ça me mène. Donc croire en soi, c'est bidon, je sais, on l'entend tout le temps, mais pour le coup c'est réel en fait, croire en vous et sans vous mettre la pression, sans être perfectionniste, et voir où ça mène, quoi. Mais du coup, en fait, dans ton parcours, parce que c'est super beau d'entendre ça, parce qu'au final, c'est vrai que c'est important pour moi de dire aux gens que tout le monde a un talent. Et comme elle vient de le dire, il y en a où c'est une évidence, donc on l'entend, par exemple si c'est un chant, mais il y en a d'autres en fait où c'est subtil. Donc le tien, c'est vrai que tu es magnifique. Ouais. C'est vrai que je l'avais pas dit parce que bon, maintenant il n'y a aucun complexe avec ça, mais c'est vrai que c'est l'un des dons je sais que c'est ce que j'ai compris, le don de beauté. C'est ça que j'ai utilisé pour justement développer tout le reste. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent forcément du don de photogénie, de l'aura, du charisme, c'est un don. Enfin, moi je pars du principe que toutes les femmes sont belles, mais vraiment c'est pas bidon. Mais on va pas se mentir, il y a des femmes qui se distinguent, qui ont vraiment un plus. Et le but c'est pas d'écraser celles qui n'ont pas ce plus. Mais pour moi c'est juste, et c'est ce que moi j'ai compris, c'est qu'au travers de ce don, ma mission c'est juste, ok, t'as ce don, t'arrives aussi à accessoiriser les vêtements et qu'on sort, sers-toi de ça pour aider celles justement qui n'en arrivent pas, qui pour le coup sont belles, hein, mais il faut juste en fait leur apporter le plus. C'est ça, et je le vois entre des femmes qui justement n'étaient pas du tout mises en valeur, et une fois qu'elles ont pris confiance, elles ont une lumière. Et moi je fais souvent la différence entre la beauté et l'éclat. Pour moi, l'éclat c'est plus fort que la beauté. La beauté physique, oui, tu peux te démarquer et tout, mais si t'as pas d'éclat, celle qui a de l'éclat, elle va être ta balle en fait. C'est sûr. Donc c'est vraiment ça, tu vois. C'est vrai. Non mais c'est bien parce que tu as complété parfaitement ce que je voulais dire. Mais dans ton parcours, est-ce que tu as eu des obstacles? Oui. Il y en a eu beaucoup, donc peut-être si tu veux me réduire la question. Voilà. En fait, du coup c'est bien parce que tu expliques qu'il y en a eu beaucoup. Ça t'a pas arrêté? Non. Pourquoi? La vision, je pense. C'est vraiment la vision. En fait, il faut savoir un truc, par contre, ça je l'ai pas dit depuis le début quand j'ai commencé dans ce métier de mannequinat.
Bah, comme je l'ai dit, je suis croyante, mais à l'époque, je ne l'étais quand même pas. Mais il y avait vraiment une voix interne qui me disait, persévère, tu as quelque chose à faire dans ce métier, persévère. En gros, tu vas apporter un truc qui sera grand. Et c'est vraiment cette voix qui, malgré les obstacles, jusqu'à aujourd'hui, qui a fait que je continue. Sinon, j'aurais arrêté, mais obligé. Je pense qu'à un moment, si tu n'as pas une vision, tu arrêtes. Même dans tout. Je parle du mannequinat, mais on a tous des obstacles, en fait. Donc, ça veut dire que pour toi, il faut d'abord, ok, il y a la vision. C'est-à-dire que du coup, tu sais pas forcément comment, ce que tu vas faire. Mais tu crois en ce que tu ressens. Ce que tu ressens. Donc, du coup, tu fonces. Et même si les obstacles sont super costauds. Mais il y a eu du découragement après, on va pas se mentir. Il y a des périodes où tu vas abandonner, genre on n'est pas super woman et tout. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'arrivais à me relever juste en fixant, tu vois. Parce que comme je te dis, j'ai mis 1 an et demi pour rien qu'avoir une réponse positive pour ma première agence. Quand on te dit que t'as... C'est énorme. J'avais quel âge? Ouais, c'est énorme. Et j'avais à l'époque... alors, faut savoir qu'en plus, j'étais considérée de vieille. Quand j'ai commencé, j'avais 22 ans. Sachant que là, maintenant, on est dans l'ère, ceux qui écoutent, on est dans l'ère où maintenant on commence à avoir des filles plus matures. Dans la trentaine, merci, parce que ça évolue. Mais moi, à l'époque, en 2013, honnêtement, 22 ans, je faisais partie des plus vieilles. Les filles, elles ont 16 ans qu'elles commencent. Donc, non seulement t'arrives, t'es métisse, t'es athlète, je faisais du sport, donc c'est vrai que j'étais tonique. Et t'es vieille, quoi, pour eux. Du coup, j'arrivais en âge. Mais c'est horrible, par contre, pour l'estime, ça c'était le premier obstacle, c'est que t'es quand même jeune. 22 ans, en fait, t'es jeune, donc tu te construis. Et j'ai trouvé, donc je suis rentrée en agence à 22 ans, mais j'ai commencé à chercher effectivement à 21 ans à peu près. Et quand on te dit, c'était vraiment, moi, ce qui me choquait, c'était t'as un visage magnifique, indéniable, mais la forme, ça va pas. Mais c'est clairement ce qu'on te dit, en fait. La forme du visage? Non, la forme du corps. Du coup, c'est comme si, en fait, pour moi, c'était, mais vous me coupez en deux. Tu vois, c'est soit tu me prends en intégralité, mais tu peux pas dire, en fait, visage indéniable, trop de forme, trop de hanches, où il y a eu une agence qui m'a carrément fait signer. Et une fois qu'ils m'ont fait signer, ils me comparaient à Cindy Bruna, que j'ai rien contre elle, mais tu sais, on a le même, elle s'appelle Cindy comme moi, son nom de famille B, pareil, moi, Babin. Donc, c'était un peu des comparaisons du genre, continue de maigrir, parce que oui, ils m'ont demandé de perdre. Honnêtement, la première fois, j'ai accepté parce que je savais que j'avais grossi. Là, je savais que j'avais pris du poids et je me sentais plus trop bien, donc je voulais juste perdre les 5 kilos que j'avais pris. Et je me suis dit, ok, je reviens à mon poids de base et ça devrait aller. Et en fait, non, je suis revenue à mon poids de base et ils m'ont demandé encore. Et là, j'ai dit non. J'ai eu une limite. Mais ce qui a fait la différence, c'est que j'avais mes parents derrière. Honnêtement, je peux pas condamner les filles qui ont pas de limite. Moi, j'avais mes parents derrière qui me disasaient, tu fais pas ça pour l'argent. Il y a certaines, elles le font vraiment pour l'argent. On est là, tu le fais juste parce que tu aimes. Au début, je pensais, enfin, même si j'avais cette vision, je pensais pas que ça allait non plus me mener là. Donc, c'était plus pour moi aussi, ça me faisait plaisir. Mais ça a été les premiers obstacles qui, en vrai, quand même jouent sur ton estime. Moi, je me rappelle que cette agence, quand ils me comparaient à Cindy Bruna et qu'on me disait, t'es la future Cindy Bruna, vous êtes métisses toutes les deux, mais en fait, on fait tout pour que tu t'idéalises à quelqu'un qu'en vrai, jamais j'allais être comme elle parce qu'on n'a pas la même morpho. Elle fait, je crois, une tête de plus que moi, elle est beaucoup plus filiforme. On est juste toutes les deux métisses, comme je te disais, tu sais, ça renvoie au métissage, c'est tout. Mais on n'a rien de commun c'est deux côtés différentes. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé des fois où je rentrais en pleurant parce que c'est dur quand on te dit ça à cet âge ou une agence qui te fait espérer, mais en fait derrière qui envoie un message pour dire non. Tu vois. Finalement, t'es pas forcément dans les codes, quoi. Donc finalement, en fait, quand on le veut ou non, même avec l'assurance ou autre, ça joue sur ton estime personnelle. Donc ça c'était le plus gros obstacle du métier de mannequin. Et même en vrai, même aujourd'hui ça continue, même s'ils font style, c'est juste que pour les médias on va apporter notre image, on va mettre des grandes, des icônes, mais nous qui sommes des mannequins, on va dire pas connus internationalement, on le voit au quotidien que c'est beaucoup d'hypocrisie en fait. Et c'est ce que je dis souvent, c'est on a évolué, mais à quel moment ça va être vraiment sincère en fait, qu'on va passer le cap de juste la façade des réseaux et du monde en général. Non mais en fait, cet obstacle est très gros et carrément en contradiction avec la mise en valeur de la femme. Donc, en fait, quand tu es en face de toi une personne, ex-mannequin ou mannequin ou futur mannequin, et qui du coup développe des troubles dus à cet obstacle, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en fait? Et même, excuse-moi, et même aussi des personnes qui vont s'orienter vers cette direction de mannequinat pour pas qu'elles tombent en fait dans ça. Déjà, je la déculpabiliserai parce que je pense qu'il faut commencer par là. Franchement, je les comprends. C'est vrai qu'il y a aussi le poids de la culpabilité. Les personnes qui sont pas dans le métier du mannequinat, ça reste un métier où, comme dit, on est vraiment seul. Parce que quand tu es dedans,
t'es solo quand même. On te fait croire que t'as tout le monde qui est là, c'est très hypocrite, mais tu te retrouves seul. Et d'un point de vue extérieur, les gens connaissent pas ce métier. Du coup, il y a énormément de jugement face aux mannequins, en fait. Face même au monde de l'image. Je pense que si t'es sur les réseaux, t'entends, tu lis, tu vois, toutes les bêtises, pardon, désolé, qu'on peut lire, qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Et tout ça, ça fait qu'en fait, elles se sont tellement jugées. Moi, j'ai vu des commentaires, mais tu vois, on les insulte parce que des fois, elles peuvent être anorexiques et autres. Donc déjà, dire que je comprends ce qu'elle ressent, son mal-être, et que c'est pas un jugement, et que si elle en est arrivée là, c'est qu'il y a surtout un mal-être beaucoup plus profond, parce que je pense que c'est déjà la base de ne pas se sentir jugée, c'est ce qui t'aide à, je pense, remonter la tête de l'eau, comprendre la source. Il y a même une mannequin très connue à l'époque qui a arrêté, qui avait écrit un livre, Jamais assez maigre. Elle faisait 1m80 pour 50 kilos, je précise, et on lui a dit, de base, c'était son poids de base, c'était une vraie mince, pas assez maigre, justement. Donc en fait, tu peux imaginer comment elle est devenue. 1m80, 50 kilos. Mais tu peux imaginer à la fin ce qu'elle est devenue. Elle mangeait 3 pommes par jour, elle est tombée dans l'anorexie, ça s'est fini en tentative de suicide. Et en fait, elle expliquait dans son livre que ce qui l'a poussée à la tentative de suicide, c'est parce qu'elle avait l'impression qu'elle était comprise de personne, ni de ses parents, même et c'est plus ça, c'est plus un cri en fait alarmant. Bon, merci Seigneur, aujourd'hui justement, elle milite pour tout ça parce qu'elle a su se relever. Donc je pense déjà accompagner la personne c'est ok, on peut t'accompagner à sortir de là. Maintenant, pour éviter ça, c'est exactement ce que j'ai mis en place. Comme je disais, c'est vraiment récent, j'ai commencé en septembre à faire, mais j'y pensais depuis, j'avais la vision. Mais moi, sur le long terme, c'était vraiment d'accompagner les femmes de tout âge, parce que justement ma vision c'est que même si t'as 40 ans, viens, tu commences, il y a la place en fait, en vrai. La beauté elle est universelle, il n'y a pas d'âge. Donc les accompagner en fait dans ce métier, dans les métiers d'image, pas forcément mannequinat, mais tu sais aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, l'influence ou même un projet, finalement tu amènes ta beauté de cette façon, mais c'est surtout pour spécifiquement des filles qui veulent être mannequins, c'est de les aider justement à comprendre pourquoi elles veulent être mannequins. Parce que c'est ça en fait, et ça revient à ce que je disais, la vision. Parce qu'aujourd'hui tout le monde veut être mannequin, mais le métier du mannequinat, si on s'arrête à purement la forme basique, selon le monde à un certain âge, c'est fini. Tu fais quoi après, tu vois? T'es mannequin, t'as fait des belles photos, c'est comme le sport, tu fais quoi après? Et du coup, moi j'essaie justement de les aider à trouver leur pourquoi quand ils viennent, de travailler vraiment leur vision. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mannequinat, l'avantage du mannequinat, c'est que ça t'aide quand même, ça te donne une certaine visibilité. On va pas se mentir, c'est-à-dire soit t'as les top modèles, alors là c'est mondial, Naomi Campbell et consorts, mais même moi tu vois qui n'ai pas encore cette notoriété, sur les réseaux, tu m'as trouvé, tu vois, donc ça te donne quand même, ça permet en fait, c'est des métiers qui ramènent la lumière sur toi, et je me dis justement, utilise ça pour peut-être des causes que t'as plus profondes en toi, et d'ailleurs, j'ai même rien appris de nouveau, c'est ce que toutes les mannequins font même international. Naomi Campbell, elle a bien créé une association qui s'appelle Fashion for mon anglais, for Relief, un truc comme ça. J'ai oublié, mais en tout cas, en gros, elle a créé une association pour elle fait comprendre que c'est bien plus que de la mode. Et en fait, tout le monde fait ça. T'as Cindy Brunner qui a écrit un livre, t'as la mannequin qui est vitiligo canadienne, Winnie Harlow. Elle a créé sa marque de crème solaire parce que au final, elle s'est rendue compte que si j'ai cette position, autant que j'aide aussi toutes les femmes comme moi, tu vois, qui sont peut-être vitiligo, et j'imagine pas elle aussi tout ce qu'elle a dû entendre pour en arriver là. Et donc du coup, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux femmes. Moi, j'ai ma mission, ma vision, tout ce que je viens de dire et autres. Mais qu'est-ce que tu veux apporter? Quel est ton plus? Quelle est ta graine finalement, comme tu dis? Dans le métier de mannequinat, quelle est ta graine? Donc, il y a certaines, elles viennent, elles savent déjà. C'est-à-dire qu'elles ont déjà leur message, mais elles savent pas comment le valoriser, comment le mettre en image, et là elles ont besoin de conseils pour que je les aide. Et il y en a d'autres, dont la prochaine que j'aurai, elle typiquement, elle rêve de mannequinat depuis petite. Par contre, elle a conscience que c'est pas que le bling bling et tout, et elle veut justement que je l'aide à trouver son message. Et c'est là où moi je vais l'aider. Là c'est vraiment même limite une approche développement personnel, parce que je te pose, on creuse vraiment en toi, t'aimes quoi quand t'es petite, t'es consort. Là on a déjà fait le premier appel découverte, et on s'est rendu compte que par exemple elle aimait tout ce qui était dessiné pour créer des vêtements, mais c'est quelque chose qu'elle-même elle avait, tu vois, enfoui. Je lui ai dit, mais tu sais que tu peux commencer à créer une marque, je sais pas comment, et utiliser aussi le métier pour la prôner, tu vois, c'est vraiment plus profond. C'est ce que je fais avec les filles. Et dernier point aussi, les aider aussi à avoir une vision équilibrée du métier, comme je disais, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de voir le côté bling bling, parce que je pense que c'est justement ce qui fait qu'après tu tombes dans des dépressions et autres, mais qu'elles comprennent que c'est bien plus que ça. Il y a ce côté bling et tout, mais en fait il y a des vrais enjeux, ça peut être très dangereux pour ton âme, pour ton esprit. Il faut avoir une vision équilibrée pour justement pas tomber, quoi. Donc c'est assez grand, j'avoue, comme mission, mais on y va étape par étape. Non mais c'est ça, enfin franchement, je te remercie de faire le lien aussi avec ma page, parce que c'est complètement ça.
moi je parle pas uniquement dans le domaine du mannequinat, mais je veux que quand on cherche vraiment au fond de nous-mêmes, on sait très bien c'est quoi notre vocation, ou bien en fait quelque chose enfin notre destinée dans un sens en fait. Donc merci déjà pour ça. Et du coup, comme dernière question, as-tu... Alors, je me suis perdue dans mes questions. T'inquiète. Mais en fait, est-ce que quelqu'un t'a aidé dans ton parcours? Est-ce que tu as eu un mentor, on va dire, ou des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont soutenu en fait dans tout ça? Plusieurs. Franchement, moi je dis tout le temps, on se fait pas seul. C'est vrai qu'on peut être dans une société où on nous fait comprendre, c'est l'air un peu de selfish et tout, mais la vérité c'est que personne ne se fait seul. Même déjà quand t'es né, et j'en ai eu plusieurs déjà quand j'ai commencé, même s'il y a eu des personnes qui m'ont dit tout ce que j'ai dit, qui croyaient pas forcément en moi, j'ai quand même eu justement quelques rares personnes qui justement croyaient en moi, et ça fait qu'au-delà de ma foi, les paroles de ces personnes résonnaient. Je me rappelle que quand je suis arrivée à Paris, il y a eu, elle s'appelle Anna Kazoir, on ne sait jamais si elle passe par là, mais c'est une créatrice de robes, de mariée, et pour le coup, franchement, elle a vraiment cru en moi parce que ok, elle a vu que j'avais un truc, elle a vu ma beauté, tout ça, mais à l'époque, comme je te dis, j'étais pas la timide d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'étais tellement timide que je baissais la tête. Et pourtant, elle était quand même assez réputée pour ses robes de mariée. Et elle m'a prise parmi ses modèles de sa nouvelle collection pour défiler. Je me rappelle qu'elle m'a fait venir à son cabinet avec un de ses assistants. Ils m'ont appris à défiler. Et clairement, il y a une parole qu'elle a dit et qui m'est restée jusqu'à là, c'était... Et ça m'a vraiment fait plaisir. Elle m'a dit, tu sais, t'es très belle. Et pourquoi tu iras loin? C'est parce que t'es humble et que tu pars tellement de rien finalement. Mais c'est plus facile de travailler avec une fille comme toi parce qu'on réussira à l'envoyer là où elle doit aller que d'autres mannequins qu'elle avait déjà rencontrés qui étaient peut-être accomplis selon elle mais qui n'acceptaient plus de conseils. Et du coup, ça m'a, jusqu'à aujourd'hui, comme je dis, ça remonte à 10 ans. Je sais même pas si elle sait ce que je suis devenue. Je sais que sur Facebook, on se suivait. Mais c'est une parole quand même qui, effectivement, ça m'a vraiment tenue parce que quand t'as des personnes qui te disent t'as pas le potentiel ou qui le voient pas et elle te dit qu'il y a quand même l'habitude. Et elle avait déjà une vision avant-gardiste parce qu'à l'époque, c'était que les filles très filiformes, très minces qu'on prenait. Et justement, on lui avait reproché à son défilé de prendre des filles comme moi, dites grosses. Il n'y avait pas comme moi, mais elle prenait des filles qui avaient quand même, tu vois, qui n'étaient pas filiformes, tu vois. Et en fait, je réalise qu'elle était avant-gardiste pour son temps et elle, ça lui faisait rire. Et du coup, il y a eu elle, et après, il y a eu c'est vraiment elle et puis une personne avec qui elle travaillait. Et après, il y a eu d'autres personnes ponctuelles, mais on va dire elle et mon mari. Je ne vais pas mentir, quand j'ai rencontré mon mari aussi, il est photographe. Et lui, franchement, pour le coup, je sais que la première phrase qu'il m'a dit, ça m'a vraiment fortifiée. C'était, on était vraiment purement professionnels. Et à la base, il m'a contacté pour être modèle pour un de ses shootings. Et on réfléchissait un peu à la direction artistique et qu'on sort. Et je lui ai demandé comment tu veux me mettre en scène. Et moi, il faut savoir que j'étais énormément frustrée. Parce qu'en me mettant en scène comme d'hab, toujours de la même façon, l'idéal qu'ils ont de toi et tout. Et moi, je savais que je pouvais te donner plus, qu'on pouvait essayer plus, que j'avais un potentiel qui était inexploité. C'est comme, ça peut être très frustrant quand tu sais ce que tu peux te donner à l'image et on le fait pas. Et lui, en fait, quand je lui ai demandé, il m'a dit, en fait, j'aime beaucoup ton visage et je trouve qu'il est très inexploité alors que tu peux passer dans tous les styles. Et ça, c'était vraiment quelque chose, je me suis dit, quelqu'un qui voit ça, tu vois ce que je vois. C'est des petits trucs comme ça, mais en fait, qui m'ont aidé finalement à tenir. Et puis, bon, forcément, il est photographe aussi. Bon, aujourd'hui, c'est mon mari, donc c'est un soutien encore plus inébranlable, on va dire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui te soutient. C'est pas obligé que la personne soit dans le même métier, mais qui croit quand même en toi. Donc, ça m'a vraiment aidé. Donc, il y a eu lui et mon père. Je vais pas mentir, il y a eu aussi mon père qui a vraiment cru en moi. Je sais que quand je lui ai dit que j'arrête l'athlétisme, parce que lui, athlétisme, tout ça, il me soutenait à fond aussi, mais il m'a clairement dit, écoute, il m'a clairement dit mot pour mot, donne-toi une chance dans le mannequinat, t'es jeune. À l'époque, forcément, c'était la jeunesse qui était aussi prônée, et tu verras, et limite, il m'accompagnait carrément voir les agences à Londres et tout, hein. Genre, je me rappelle qu'il venait, il prenait son billet, on allait, il profitait pour visiter, mais je chantais sans m'en rendre compte. Quand on était parti aux États-Unis une année, ça je n'oublierai jamais, il avait choisi Miami et il m'a dit en fait j'ai choisi Miami parce que je me suis dit au moins je viens utile à la grave et toi tu vas voir les agences. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une agence aux États-Unis et après New York. Donc franchement, tu t'en rends pas compte, mais c'est après quand tu t'assois et que tu te poses, tu dis oui, il y a quand même des personnes posées spécifiquement qui ont joué quand même un rôle. Donc je dirais ces 3 personnes là. C'est vrai que parce que t'es mannequin en Afrique du Sud. Ouais, j'ai été en Afrique du Sud, New York, j'ai vécu aussi Londres. Londres et États-Unis et Afrique du Sud, j'étais vraiment posée. Mais après, sinon, j'ai fait ce qu'on appelle dans le milieu direct booking. C'est-à-dire, tu vis pas forcément dans le pays, mais tu as des contrats ponctuels. Okay. Donc là, j'ai fait Allemagne, Espagne, bon, un peu l'Europe, on va dire. Ouais. Mais sinon, j'ai fait Afrique du Sud, États-Unis et la France.
Si j'ai un mot de fin, Vas-y. peut-être que ça sera le mot de fin, c'est quand tu disais tout à l'heure que toi, ce que tu veux, c'est révéler finalement ce qu'ils ont. Oui. Mais en fait, je pense que peu importe le métier, tu vois, pour moi, les métiers, c'est juste des plateformes pour nous. Donc, il y en a qui vont être à l'aise par la médecine, par l'image et autres. Mais au final, il y a quelque chose de plus profond. Et tu vois, par exemple, ça, je l'ai compris quand j'ai eu ma fille. Parce que forcément, quand j'ai eu ma fille, pendant 2 ans, plus rien, quoi. Il n'y avait plus de mannequinat, plus rien par rapport au métier et tout. Et franchement, j'avais l'impression de mourir de l'intérieur parce que t'as envie d'exprimer tout ça. Mais j'ai découvert que je pouvais exprimer ça différemment. Sur ma fille, même si elle est petite, je me surprenais à la sublimer même en étant bébé, tu vois. En fait, c'est là où tu réalises que c'est quelque chose qui est ancré, où tu me suis, tu vois, les coiffures que je fais, ce genre de choses. Donc, au final, voilà, Vicky, la graine, tu l'as. Et je pense qu'après, en fonction des saisons de notre vie, faut pas s'accrocher tant au métier parce que là, comme je dis, j'ai quitté les agences. Ça m'a fait un peu bizarre parce que pendant des années, t'as été en agence et inconsciemment, on se définit par rapport à ça. Et là, je me suis dit, les gens, ils me voyaient comme la mannequin. Là, maintenant, t'es plus en agence, comment ils vont te définir? En fait, tu comprends que c'est des cases, mais que ça change rien de ce que tu as. Et si tu l'as, tu le feras même différemment sans avoir cette étiquette de mannequin en agence ou autre, quoi. Donc, c'est vraiment ça. C'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que tu vois, c'est vrai que j'essaye en tout cas de catégoriser les graines pour essayer d'interviewer plus de personnes qui ont, avec différents styles de passion, etc. Mais c'est vrai que je mets un mot dessus, mais en fait, en réalité, il n'y en a pas vraiment de mots. Non, pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment non plus de cases. Et franchement, écoutez bien ce qu'elle a dit parce que c'est vrai. Moi, comme je dis, je sublime la femme. On a parlé beaucoup là du contexte mannequinat. Mais sur mon Instagram, j'ai énormément de mamans aussi qui sont pas du tout dans le métier de mannequin. Mais justement, je les aide quand elles voient mon quotidien, que même sans être en shooting, et pourtant je suis pas habillée comme ça chez moi. Je suis littéralement en t-shirt et jeans parce que je suis sur mon ordi. Mais un minimum. Voilà. Et en fait, ça les aide. Donc finalement, ça peut parler à n'importe quel type de femme, je pense. On va s'arrêter là, sinon on va pas finir. Sinon on va jamais finir, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup Cindy. En espérant que vous aurez vraiment aimé cette interview et suivez-moi pour la suite pour une autre interview d'une nouvelle personne. En tout cas, je vous fais de gros bisous et Cindy, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.